Un mariage hindou dans un jardin espagnol. Sous la pergola, le marié en pleine préparation. Un peu plus loin, voici Nalini, sa future épouse. L'endroit est féerique, un décor de princesse. Colonnes de marbre rose, plantes exotiques, fleurs aux essences rares. La religion hindoue se veut proche de la nature. Difficile de faire mieux. Nalini et Marc vivent à Londres. Ils ont fait 1400 km pour se marier ici. On cherchait un cadre qui s'adaptait bien à la cérémonie, avec des fleurs, avec de l'eau, pour être proche de la nature. Donc ici, c'était vraiment parfait pour nous. Et quand vous l'avez vu pour la première fois, vous vous êtes dit c'est ici? On s'est dit c'est ici, on n'a pas regardé ailleurs. Il fallait trouver une date, mais ça devait se passer ici. Ici, c'est la villa Efroussi de Rothschild, au cœur du Cap Ferrat. Un joyau de style Renaissance italienne, blotti dans un écrin de verdure de plus de 4 hectares. Et voici sa créatrice, Béatrice de Rothschild, devenue Efroussi après son mariage avec un riche banquier français. Ici, la nature côtoie les arts, c'est la baronne qui l'a voulu ainsi. Donc, ce que je vous propose, on va aller voir ça. C'est un rituel tous les matins, réunion de travail sur site. Aux commandes, Pacôme de Galifet, le directeur de la ville. Bon, je m'arrête juste une seconde ici avec vous là, par rapport aux les héliotropes. Je vais peut-être surveiller ça attentivement. Avec lui, 2 jardiniers. Place, hein. Alors, c'est important parce que là, je pense qu'il y a un petit peu de retard là-dessus. Ça vous garde un petit peu là. Pour eux, le travail ne manque pas aujourd'hui. Bordure, taille, plantation, la propriété compte plus de 2500 espèces de plantes différentes. Un héritage de la baronne et de son jardinier Louis Marchand. Ici, on est toujours sur les dominantes de rouge, rose, entouré bien sûr par les rosiers que vous avez autour de vous. Et le grand jardin, le second plateau du jardin à la française, on est sur un mélange de rose très pâle, de rose soutenue avec des ruptures de bleu. En regardant ces jardins, difficile d'imaginer qu'il y a moins d'un siècle, l'endroit était totalement sauvage, hostile. Il fallait à la baronne un certain culot pour s'installer ici. Là, vous êtes dans un creux, d'accord? Imaginez simplement ce creux rempli de milliers de mètres cubes de gravats, une terre totalement hostile, balayée par les vents. Elle va mettre à peu près 1 an ou 2 ans pour araser, pour construire en fait cette avancée qu'elle va dessiner jusqu'au temple, de façon à lui donner, on va dire, cette impression de proue d'un bateau. En prenant un peu de hauteur, on devine effectivement la proue d'un bateau. La baronne aimait les paquebots. Une légende rapporte même qu'elle obligeait parfois ses jardiniers à se déguiser en matelots. Femme de caractère, elle faisait souvent dans la démesure. Pour ses jardins, comme pour sa villa, la baronne a usé des dizaines d'architectes. Beaucoup de maquettes grandeur nature ont été faites, de maquettes qui ont été faites, cassées, refaites. Donc c'était une technique de sa part. Une technique de sa part et peut-être aussi beaucoup de caprices. En parlant de caprices, à l'origine, la villa était jaune, comme les demeures florentines. Sur la façade, de nombreuses références à l'architecture vénitienne. Florence, Venise, à l'évidence, la baronne aime l'Italie. Sur le chemin de la villa, voici Michel Stève, architecte. Il nous invite à le suivre jusque dans le patio, dans la plus pure tradition Rothschild.
L'idée était de faire un chœur de villa, une sorte de cour intérieure dans le style de la Renaissance italienne. Quand je dis Renaissance italienne, c'est volontairement un terme vague. En fait, il y a des références vénitiennes, des références lombardes, des références florentines, donc ils sont mêlés, comme dans toute la maison. Par exemple, ici, les voûtes du rez-de-chaussée qui ont été décorées avec un motif que Madame Ephrussi avait choisi à Sainte-Marie-des-Grâces à Milan, qui était un motif du XVe siècle, elle est dessinée par Bramante. Donc le motif lui convenait, et ensuite le motif a été répété donc, sur l'ensemble des voûtes. Au premier étage, vous avez aussi des garde-corps en maçonnerie ajourée, et qui sont des copies très fidèles de la grille du chœur de l'église des Miracles à Venise. Ambiance italienne dans le patio. Changement de style derrière cette porte. Bienvenue dans l'autre univers de la Baronne. Le XVIIIe siècle, époque Louis XVI. Le grand goût à la française. Les grands collectionneurs des années 1910 adoraient le XVIIIe et surtout la période Louis XVI. Donc là, on est vraiment un spécimen très très représentatif. Madame Ephrussi n'y a pas échappé. Non, voilà, elle a suivi la mode et en même temps une approche très personnelle, une affinité particulière avec le XVIIIe qui se sent aussi dans sa façon de vivre, son goût du raffinement. Donc elle s'identifiait volontiers, évidemment, à cet art de vivre de la fin du XVIIIe. Illustration avec cette table de jeu en camailleux de gris. Élégance, harmonie des formes, cette table a un autre atout de taille pour la Baronne. Elle a appartenu à Marie-Antoinette. C'est un petit peu un sport familial chez les Rothschild, l'acquisition du plus grand nombre possible de meubles de provenance royale, que ce soit des tapis, des tapisseries ou des tables. Donc Madame Ephrussi était très heureuse d'avoir acquis cet objet. L'appétit de la Baronne est insatiable. Richissime, elle acquiert tout, jusqu'à ses boiseries rachetées à prix d'or à l'hôtel Crillon de Paris. Vous avez un de ces panneaux qui en fait partie, très probablement. Vous avez des portes aussi qui viennent probablement du même hôtel Crillon. À partir de ces panneaux originaux, la Baronne recrée un décor idéal pour son salon. La démarche de Madame Ephrussi, c'était pas du tout une démarche archéologique. Elle ne cherchait pas du tout à refaire une maison 18e. Ce qu'elle voulait, c'était s'entourer d'objets de très grande qualité du 18e, comme par exemple le mobilier que vous avez ici, qui est de Parmentier, des consoles italiennes qui sont de la fin du 18e, une table de hache, pour recréer un cadre à sa convenance. La Baronne a mis 7 ans pour construire sa villa. Ironie de l'histoire, elle y a très peu vécu, quelques semaines tout au plus. Et voici sa chambre. Pour Michel Stève, c'est la pièce qui symbolise le mieux la Baronne, loin des clichés qui parfois ont la dent dure. Aujourd'hui, on a encore un peu la légende d'une espèce de poupée belle époque, un peu agaçante, un peu superficielle. Vous n'y croyez pas, vous? C'est pas du tout ça. Oui, le personnage de Madame Ephrussi est un amateur d'art très sincère, très profond, et qui est évidemment plus difficile à concevoir, à admettre, à connaître que la belle Baronne Rose que l'on a décrite pendant plusieurs dizaines d'années. Avant sa mort en 1934, la Baronne Ephrussi lègue à l'Institut de France sa villa et toutes ses collections. Voici son testament. Ses dernières volontés sont claires. Elle réclame un musée qui, avant tout, est l'allure d'un salon. Michel Stève a fait l'inventaire du legs pour l'Institut. Il s'est aussi occupé de la muséographie des lieux, avec quelques belles surprises à l'arrivée. Ce magnifique gobelin, par exemple, n'avait jamais été exposé auparavant. La Baronne le conservait au garde-meuble. Elle n'a jamais connu de logement stable avec un décor harmonieux, équilibré, comme elle le souhaitait, comme elle a souhaité le créer ici. Et c'est un rêve qu'elle a poursuivi toute sa vie, en fait, mais qu'elle n'a jamais atteint. Riche, mais sans domicile fixe. La Baronne Ephrussi de Rothschild passe son temps à voyager.
Son père, Alphonse de Rothschild, est actionnaire majoritaire des chemins de fer français. Elle se déplace donc à sa guise entre Paris, Nice et Monaco, son autre terrain de jeu favori. La principauté de Monaco, un rocher sur lequel règnent en maître les Grimaldi depuis l'an 1297. À la Belle Époque, l'aristocratie du monde entier s'y retrouve pour des séjours d'hiver. La baronne Efroussi côtoie donc les princes russes, les lords anglais, venus se divertir à Monte-Carlo. On fuyait les brumes du Nord, on fuyait les hivers rudes de Russie. Et puis on venait ici, en quelque sorte, vivre une vie plus légère, moins rigide. On oubliait le protocole de la cour. Landy Blanc-Chabot est écrivain, spécialiste de l'histoire de Monaco. Avec elle, direction cet établissement très privé. La baronne s'y rendait dès qu'elle le pouvait. Messieurs, faites le jeu. Rien ne va plus. 22. Noir, pair et passe. Le casino de Monte-Carlo, comme une résidence secondaire pour la baronne Efroussi. À la Belle Époque, les jeux sont interdits en France. Monte-Carlo apparaît donc comme un paradis sur terre pour les amateurs du genre, un jackpot pour la principauté. Et voici son créateur, François Blanc. Homme d'affaires avisé, il ne lésine pas sur les moyens pour attirer le client. C'est sa philosophie. Bonjour Landy. Bonjour Guillaume. Ce jour-là, Landy a rendez-vous avec Guillaume Rose. Son arrière-grand-père a travaillé avec François Blanc. Alors nous voilà devant la salle Europe. Oui. La première salle de jeu était dans l'atrium. Oui. Et très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, on a construit cette salle qui, à l'époque, s'appelait la salle Mauresque. Magnifique. C'était une volonté de François Blanc d'offrir à ses joueurs quelque chose d'étonnant. On fait appel à des artistes, on décore, on fait quelque chose vraiment qui ressemble plus à un palais qu'à un casino, d'emblée. C'était sa préoccupation première. C'était sa préoccupation première. Il le répétait souvent à son conseil d'administration. Il leur disait toujours, les joueurs ont besoin de rêves, de beauté et de plaisir. Donc, dépenser sans compter. On entre ici dans la dernière salle construite en 1904. Absolument. Cette salle, c'est la salle Empire ou salle médecin, construite par un architecte médecin. C'est, selon beaucoup, la plus belle salle de jeu du monde. C'est vraiment le cœur du casino, dans le sens où ce sont les salons les plus privés, les endroits où les enjeux sont les plus hauts. Sur cette table, par exemple, il y a encore 3 mois, quelqu'un jouait plusieurs millions d'euros. Il les a perdus. Et il les a perdus. Mais il en avait gagné quelques autres, il est vrai, peu de temps auparavant. À la Belle Époque, on flambait également. Et la baronne n'était pas la dernière. C'était sa passion. Mais le jeu, c'est une passion aussi. Elle jouait beaucoup? Je pense. C'était des enjeux très importants. On se rappelle de Sarah Bernard ayant tout perdu ici. Oui, parce que c'était aussi une grande joueuse devant l'éternel. Hein? On avait vraiment une conception de s'abîmer dans le jeu. En même temps, c'était un art de vivre. Un art de vivre qui s'affiche. Monte-Carlo à la Belle Époque, c'est la société de l'être et du paraître. Comme un défilé de mode permanent, les visiteurs rivalisent d'élégance. Sur la place du casino, il y a le Café Français, prisé pour sa terrasse, très en vue. Il y a aussi cet hôtel très luxueux, une étape obligée pour tous les grands dirigeants de l'époque, et pour la baronne évidemment. Là, on est au cœur de l'hôtel de Paris. Nous sommes au cœur de l'hôtel de Paris, cet hôtel que François Blanc a voulu somptueux, plus beau encore que le grand hôtel de Paris, près de l'Opéra, qui était la référence à l'époque. Qui habitait ici?
tous les princes, tous les comtes, tous les ducs, les princes d'Angleterre, la baronne de Rothschild, qui avait 2 propriétés à Monaco, mais qui logeait à l'hôtel de Paris. Je crois que tout le monde est venu ici parce qu'il fallait être vu à l'hôtel de Paris. On prenait la pause, on regardait, on était vu. C'était un spectacle. C'était un théâtre, c'était une scène de théâtre. Témoin de cette époque, la salle Empire. La baronne y avait ses habitudes. L'endroit était prisé pour son luxe et surtout la qualité de sa restauration. Cette salle, Patrice Franck la connaît bien. C'est le chef sommelier de l'hôtel de Paris. C'est la salle de départ de l'hôtel de Paris. C'est ici qu'a commencé l'histoire en 1864. C'est effectivement la salle la plus vieille, salle classée, qui a été rénovée entièrement il y a 2 ans. C'est vraiment la salle Belle Époque de la Principauté. À l'hôtel de Paris, c'est dorure au plafond et richesse en sous-sol. Par ce long couloir rouge, Patrice Franck nous conduit vers un endroit ultra protégé. On est où ici? Donc là, nous descendons dans les caves. On est sous l'hôtel de Paris. On passe sous la route qui est entre l'hôtel de Paris et l'Ermitage. Et on est à peu près à moins 7-8 mètres sous terre. Vous avez rendez-vous? On a rendez-vous dans les caves. Les caves de l'hôtel de Paris. Elles sont gigantesques, plus de 1500 mètres carrés de surface au sol. Dans les travées, 600 000 bouteilles soigneusement entreposées, pas moins de 3000 références de vin. À l'origine, l'endroit n'existait pas. C'est la femme de François Blanc qui a eu l'idée de cette folie. Un client s'était plaint de la mauvaise qualité des vins servis à table, une humiliation pour l'établissement. La réponse n'a pas tardé. Les travaux ont duré 2 ans, ont utilisé plus de 100 corps de métier différents. Il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Tout a été creusé à la main. Donc, comme vous le voyez, on est à 13 mètres sous terre maintenant. La température est constante à l'année, entre 12 et 14 degrés. On a un pourcentage d'hygrométrie entre 85 et 90%. Ce sont vraiment des conditions de stockage idéales pour le vin. Ces conditions-là existent depuis la création des caves en 1874. Là, c'est le musée. Voilà, nous entrons dans le musée de la société. Sont entreposés ici les vieux millésimes, des vins qui ne sont plus destinés à la vente, que nous gardons comme référence. La doyenne de la cave, c'est un Margaux sur un millésime 1835. C'est le premier millésime qu'ait produit le domaine. On a d'autres merveilles. On a aussi également un grand vin de Sauternes sur un millésime 1890. Donc là, on est en pleine Belle Époque. On est en pleine Belle Époque, voilà. Autre star du musée, c'est Cognac, tiré en 1811. Mais à la Belle Époque, c'est encore le champagne qui est à la cote. C'était vraiment la découverte du plaisir, de l'effet champagne, ces bulles, tout ce côté festif qui est lié au champagne. On est vraiment en pleine Belle Époque. À la Belle Époque, Monaco brille, mais c'est toute la Côte d'Azur qui attire. Retour à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La baronne Efroussi adorait l'endroit, elle n'était pas la seule. Voici Léopold II, roi des Belges, un vrai rival pour la baronne. Vers 1900, il achète tout sur le Cap. Et d'abord ce domaine, rebaptisé la Léopolda. Un peu plus loin, il s'approprie une autre folie, c'est la Villa des Cèdres, voisine de la Villa Efroussi de Rothschild. Léopold II construit aussi, à tout va. Sa plus belle réussite, la voici. La discrète Radiana, cachée sous des arbres, aujourd'hui plus que centenaire. À l'entrée de la maison, nous retrouvons Michel Stève en compagnie de Philippe Mialon, architecte lui aussi. C'est lui qui a entièrement restauré le domaine. L'endroit appartient aujourd'hui à un riche industriel allemand. Comme lui, Léopold II adorait son emplacement. Léopold II venait souvent ici.
à tel point que ses administrés lui rappelaient régulièrement qu'il était d'abord roi des Belges. Ses absences passaient mal, mais qu'importe, le Cap Ferrat était sa priorité. Il ne faut pas oublier que c'est un roi, l'administrateur, et donc il a fait dans Cap Ferrat en miniature ce qu'il a fait un peu aussi pour la Belgique et puis pour le Congo par ailleurs. Donc c'est une conception très rationnelle du paysage avec dessus, dans ce cadre très rationnel, après une espèce d'hallucination poétique beaucoup plus culturelle. Après les jardins, direction l'intérieur de la villa. À l'évidence, Léopold II aimait les belles choses. C'était comme ça à l'époque de Léopold II? La maison est strictement dans son jus. Là. Elle n'a absolument pas bougé. On l'a restituée dans sa texture d'origine. On avait strictement ce décor. Alors là, on va arriver effectivement dans un salon magnifique qui est la pièce maîtresse de cette maison. Léopold II a fait construire cette merveille pour sa maîtresse, la baronne de Vaughan. Une prison dorée, elle avait interdiction d'en sortir. On avait sculpté dans le bronze et doré à la feuille toute une série de fleurs de lys. Les appliques qui sont là sont toutes dorées à la feuille. Tout est extraordinaire. On était dans un délire architectural de très haut niveau. Mais lui n'habitait pas ici. Il habitait un tout petit peu au-dessus. Alors il descendait le soir, discrètement, et il venait rencontrer sa maîtresse, passer 1, 2 ou 3 heures ici. Et il remontait vers la villa des Grands Cèdres, qui est à quelques dizaines de mètres. C'était pratique. C'était discret, idéal, parfait. Nous quittons la Radiana pour une autre folie, de l'autre côté de la baie. La voici, héritage intact d'une époque où tout semblait permis. Au programme ce soir-là, un concert du trio Arion dans un cadre tout simplement unique. Le péristyle est dans la plus pure tradition grecque. Sur les murs, des épisodes de la mythologie. À l'entrée de la maison, une mosaïque du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette inscription, toujours en grec, « Réjouis-toi ». Au premier rang des spectateurs, voici Fabrice Reynac. C'est son grand-père qui a construit la villa. Théodore Reynac, un cousin par alliance de la baronne Ephrussi de Rothschild, un amoureux de la Grèce antique. Il a appelé sa villa Kérylos, hirondelle de mer en grec. Elle a été construite sur le modèle de 2 maisons retrouvées à Délos lors de fouilles. Aujourd'hui, la villa appartient à l'Institut de France. Et là, on est où? Voilà, alors ici on est dans ce que les Grecs appelaient l'androne. C'est la grande pièce de la maison, si vous voulez. L'androne, un salon exclusivement réservé aux hommes. Théodore Reynac y recevait ses invités de marque. Au mur, du marbre de pêcher. Au sol, de la mosaïque, à foison. Ici, c'est la légende du Minotaure, terrassé par Thésée. Un peu plus loin, un autel, la réplique exacte de celui retrouvé par saint Paul, à Athènes. Tout est grec, vous comprenez, on est plongé dans la Grèce. Thésée et le Minotaure, c'est une légende de la Grèce. L'hôtel que vous voyez là, c'est un hôtel qu'il y avait dans des maisons grecques. C'est pas n'importe quel Athénien qui habitait ce genre de maison. Je pense que ça pouvait être Périclès, ça pouvait être Alcibiade, ça pouvait être quelqu'un d'autre, enfin, un prince, comme on dit. Un prince qui se plongeait dans ses bains luxueux.
Ils sont en marbre tigre de Carrare. Un prince qui dînait ensuite dans le triclinos. C'est la salle à manger à 3 lits, comme dans l'Antiquité. Pour finir la visite, Fabrice Reynac nous emmène dans la bibliothèque. C'est là où travaillait son grand-père. Il travaillait d'ailleurs sur cette table-là, sur cette espèce de bureau. Il travaillait debout. C'était plus qu'un amoureux de la Grèce, c'était un passionné de la Grèce et de la civilisation hellénique. Au niveau de l'art d'abord, de l'architecture, de la manière de vivre des Grecs. Cette maison, c'était une folie pour votre grand-père. C'était... Une folie raisonnée. Les Grecs étaient des gens très raisonnables, il faut bien savoir ça. La nuit tombe sur le Cap Ferrat. Retour à la villa Efroussi. Bonsoir, madame. Ce soir, le smoking est de rigueur, tout comme le tapis rouge. Monsieur va partir aussi, je pense, non? C'est bon? Nous retrouvons Pacôme de Galifet, le directeur. C'est une soirée de prestige et pour lui, le rendez-vous est important. Tous les invités sont des amis de la baronne. Bonsoir, madame. Tous sont des amis, absolument. Des amis qui viennent d'Italie, de Monaco, de Cannes, d'Angleterre, d'Allemagne également. Et le but de cette soirée? Le but de cette soirée, c'était de nous aider à la restauration de pièces et d'œuvres d'art. L'année dernière, une tapisserie des Gobelins a été restaurée. Et cette année, nous avons bon espoir avec les amis que le salon Louis XV soit également restauré. Dans le jardin à la française, ils sont près de 300. Tous sont là pour saluer à leur manière l'héritage de la baronne. Madame Efroussi, elle était fantastique. Et quel beau domaine. L'association des Amis d'Efroussi a été créée en 1960. Le premier président s'appelait Jean Cocteau. Plus de 70 ans après sa mort, la baronne Efroussi de Rothschild continue d'intriguer. Elle séduit et passionne encore.